La nuit était tombée sur Paris d'un coup sec, comme un grand voile de velours assombri que l'on jette sur la ville. La pluie fine, survenue quelques heures plus tôt, avait transformé les ruelles proches de la Seine en rivières miroitantes, où les souvenirs semblaient se noyer à chaque pas. La silhouette de Gabriel Méridien se découpait sous la lumière hésitante des réverbères, sa capuche rabattue pour se protéger du crachin persistant. Ses chaussures glissaient parfois sur les pavés luisants, leur bruit isolé l'accompagnant dans son déracinement volontaire. Il errait en quête de réconfort, mais aussi d'aventure, comme s'il cherchait à fuir l'étroitesse prévisible de son quotidien. Ce soir, ses pas l'avaient mené au-delà de la cartographie familière, la berge était trop silencieuse, les rares passants se hâtaient, ombre fuyante sous le balancement des lampadaires. Dans le lointain, le dôme de Notre-Dame perçait les brumes, guettant la ville sous la protection muette de ses gargouilles. Alors que Gabriel cherchait un endroit où s'abriter, il aperçut un portail de fer forgé, mangé par la rouille et les mousses. Il hésita, le portail semblait condamné par le temps, veillé par d'anciennes affiches illisibles, déchirées et glacées de pluie. Mais quelque chose, un frisson mêlé de curiosité, le poussa à s'en approcher. Son doigt suivit les arabesques du métal, effleurant la serrure cassée, et il poussa la porte. Celle-ci céda en grinçant, déchirant le silence de la nuit comme un râle venu d'ailleurs. Gabriel s'engagea dans l'enceinte oubliée. Ce qui avait autrefois été une gare vivante n'était plus qu'un écho du passé, les rails rongés par les herbes folles, les bancs de bois brisés, les horloges qui s'étaient figées, obstinées, quelque part vers minuit et quart. Une odeur étrange régnait, mélange de pierres humides et de papier moisi, relevé par des relents de métal ancien. Malgré la pénombre, la verrière criblée laissait filtrer par endroits les éclairs lointains, dessinant au plafond et sur le sol des formes qui n'appartenaient plus au monde des vivants. Le cœur battant d'excitation et d'angoisse mêlée, Gabriel sortit son téléphone. Mais aucun signal, aucun bruit, il était isolé, immergé dans une île de silence au sein du tumulte parisien. Ça et là, des graffitis peints à la hâte couvraient les murs, mais plus frappant encore était le tableau mural, à moitié effacé sous les couches de suie et de temps. Ici, Ennuel ne repart indemne. Soudain, alors qu'il s'approchait d'un vieux guichet couvert de toiles d'araignée, une série de pas résonna derrière lui. Gabriel se retourna vivement, le souffle court. L'espace d'une seconde, il crut distinguer une silhouette, mais ce n'était qu'un reflet déformé par la pluie sur une vitre brisée. Il se força à sourire de son imagination, lorsqu'une voix familière, quoique marquée par la peur, s'éleva derrière lui. « Gabriel ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il reconnut aussitôt Héloïse Duchamp, sa camarade depuis l'université. Elle portait une veste noire, ses cheveux châtains attachés à la va-vite, et serrait entre ses doigts tremblants un téléphone allumé, dont l'écran clignotait d'un message vocal à demi effacé. Gabriel tenta de plaisanter, pour dissiper l'étrangeté de l'instant, je suivais la pluie, et elle m'a mené, ici. Curieuse coïncidence, non ? Mais le sourire d'Héloïse s'était éteint. Elle s'approcha, sa voix plus grave, j'ai reçu ce message. Je l'ai écouté, c'était ta voix, mais déformée. Tu parlais de secret. De la gare. J'ai ressenti le besoin de venir. Mais je t'assure, c'est inquiétant, Gabriel. Il prit alors conscience du malaise qui l'avait envahi. Ils échangèrent un regard, un long silence dans lequel l'amitié laissa place à une inquiétude sourde. Le vent mugissait. Au loin, une ombre passa soudainement sur la verrière, à mi-hauteur du hall, projetant une silhouette hérissée, presque disparue aussitôt, mais dont la présence semblait imprégner l'air de terreur. Gabriel fronça les sourcils, hésitant à partager ce qu'il venait de voir. Ils avancèrent tous deux, portés par une tension difficile à cerner. L'atmosphère dans la gare se fit plus lourde, chaque craquement leur semblait porteur d'un avertissement inconnu. Paris regorge de lieux oubliés, chuchota Héloïse. Mais ici, il y a autre chose. Elle consulta son téléphone, le visage pâle. La batterie affichait 2% puis s'éteignit brutalement comme aspirée par le froid ambiant. Il y a quelqu'un, ou quelque chose, murmura-t-elle. Ils explorèrent les recoins, s'extasiant sur les mosaïques abîmées représentant des locomotives, des anges en bataille avec des bêtes grimaçantes. Gabriel remarqua, tu as vu ces créatures ? Ce sont des gargouilles, comme celles qu'on trouve sur Notre-Dame. C'est étrange, non, dans une gare ? Ma famille dit que les gargouilles voient tout, même nos cauchemars, répondit Héloïse, presque à voix basse. Le lustre s'éteignit d'un seul coup. Puis, la porte d'entrée, celle par laquelle ils étaient venus, claqua avec une violence inouïe, faisant trembler la structure tout entière. Ils se précipitèrent, tirant sur la poignée,
mais la porte semblait désormais scellée, comme soudée par une volonté invisible. Le vent redoublait, bruissant à travers les longs couloirs. Gabriel posa une main sur l'épaule d'Héloïse, qui tressaillit. « On est bloqué, constata-t-il à mi-voix. Mais je sens que... » Il s'interrompit. Un râle lointain, indistinct, s'éleva des profondeurs du hall. Et cette étrange sensation, à la fois glacée et brûlante, d'être observé, noté, jugé. Héloïse balaya la salle du regard. « Tu crois que ce message était vraiment de toi ?» Gabriel secoua la tête. « Aucune idée. Mais si quelqu'un cherche à nous attirer ici, il doit y avoir une raison. » Ils s'observèrent à la lumière vacillante de leur lampe de poche, complices de fortune dans cet abri hors du monde. Héloïse prit une inspiration, rassemblant son courage. « Peu importe pourquoi nous sommes ici. On n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. » Du plafond, quelques gouttes tombaient maintenant plus fort, comme si la pluie venait s'inviter elle-même à la scène. Les voix du passé semblaient remonter, portées par le vent qui, entre les fentes de vitraux, imitait par moments des gémissements désespérés. Soudain, alors que Gabriel s'apprêtait à avancer plus loin dans le hall, une voix glaciale, presque inhumaine, s'éleva de l'obscurité. « Nul ne peut fuir ce qui a été décidé. » Héloïse se pressa contre Gabriel, leur cœur battant à l'unisson dans un même frisson. Sans réfléchir, il l'entraîna derrière un vieux pilier sculpté, couvrant sa bouche d'une main pour éviter qu'elle ne trahisse leur présence par un cri. Les secondes s'étiraient, lentes et pesantes. Au loin, la même silhouette les traversa de nouveau l'espace, mais cette fois-ci, ils la virent distinctement, perchée sur une corniche, guettant. « Tu l'as vue » souffla Gabriel. « Oui, et je ne crois pas qu'elle soit venue pour nous aider, » répondit Héloïse. Un hurlement déchira alors l'air, mais pas celui d'un animal, c'était lamentation humaine et colère froide mêlée. Leur lampe de poche s'éteignit, les abandonnant à l'obscurité totale. La porte venait de se refermer sur leur ancienne vie. Tout, maintenant, se jouait à l'intérieur de la gare abandonnée. L'obscurité le disputait à la peur qui, lentement, se frayait un chemin en eux. Gabriel et Héloïse, dos contre le mur, laissaient leur regard s'habituer à la faible lueur d'une paroi fissurée. L'humidité ambiante semblait vouloir leur coller à la peau, chaque inspiration tirait dans leurs poumons un air chargé d'échos indistincts, tels des soupirs oubliés. Ils s'armaient d'un courage presque désespéré, tentant de rassurer l'un l'autre à coups de hochements de tête et de silence. Au loin, le tonnerre grondait, les éclairs lançaient sur les murs décrépits des ombres monstrueuses. Les gargouilles qui décoraient jadis la gare avaient été, pour la plupart, brisées ou noircies par la suie. Mais certaines tenaient encore, accrochées à leur console, leurs visages difformes déformant plus grave encore la réalité par leur fixité surnaturelle. Gabriel ressentit le besoin de combler le vide, de donner à leur frayeur un tissu plus humain. Il chercha sa voix. « Quand j'étais petit, mon grand-père m'a raconté l'histoire d'une gare qui serait la clé d'un secret de famille. Il disait qu'un drame s'y était joué autrefois. Évidemment, je n'ai jamais voulu le croire. » Il se tut, jetant un regard gêné et fragile à Héloïse, comme si la confession risquait de réveiller quelque malédiction. Héloïse, elle, gardait ses mains serrées sur la bandoulière de son sac. Son visage, éclairé un instant par la lumière pâle d'un flash venu de la rue, se fit grave. Dans ma famille aussi, la gare fait partie des histoires. On dit que les gargouilles voient tout. Qu'elles peuvent piéger l'âme de ceux qui abandonnent leurs promesses ou trahissent ce qui leur est confié. Gabriel posa sa main sur le bois écaillé d'un banc. Tu veux dire que quelqu'un, ou quelque chose, attend ici depuis tout ce temps? Plus qu'attendre. Veillez. Le silence retomba. Mais soudain, Héloïse, d'un geste curieux, effleura à son tour une pierre sculptée du mur, un motif étrange, semi-effacé par le temps, représentant un œil ouvert entouré d'ailes et de ronces. Le symbole résonnait en elle comme une réminiscence. Juste au-dessous, un PAN de fresques dévoilé par un éboulement les arrêta, une scène de jugement. Un homme dans un uniforme d'autrefois, visiblement un chef de gare, était cerné de figures grimaçantes. Les visages des gargouilles se mêlaient aux formes humaines, indifférenciables dans cette fresque presque vivante. Ils explorèrent alors les vestiges du guichet, où Gabriel trouva un carnet relié de cuir, à moitié détrempé, caché dans un double fond abîmé du tiroir. Les pages, d'une écriture calligraphiée, portaient la date de 1897. C'est hallucinant, souffle-t-il, les doigts tremblants. À la lumière de leur téléphone faiblissant, ils lurent les premières lignes. « Je, Auguste Durand, écris ces mots au seuil de ma dernière nuit. Trahi non par l'étranger, mais par le sang,
je deviens le témoin invisible du jugement des gargouilles. Un grand silence les saisit. Alors, Héloïse, plus déterminée que jamais, prit le carnet et feuilleta les pages, déchiffrant à voix basse l'histoire énigmatique de ce chef de gare autrefois respecté, brusquement accusé d'un vol jamais élucidé et mort dans un accident que tout le quartier qualifia de punition divine. Tu comprends, Gabriel? Si nos familles sont liées à cette histoire, ça voudrait dire qu'on n'est pas là par hasard. Gabriel serra les mâchoires, tu veux entrer plus loin? Ils levèrent la tête vers la frise qui courait sur la voûte, où l'on reconnaissait des gargouilles identiques à celles de Notre-Dame. Certaines semblaient s'animer dans la lumière mouvante, d'autres avaient l'air de pleurer des larmes de pierre. Gabriel fronça les sourcils, j'ai lu que, selon la tradition, elle protège mais parfois, elle condamne. Héloïse fit le tour d'un pilier, et un de ses pieds heurta quelque chose d'instable. Une dalle bougea, laissant s'échapper un bref courant d'air, comme un soupir séculaire. D'un regard, ils se comprirent. Gabriel saisit l'anse métallique, et souleva la dalle, révélant l'entrée d'un escalier de pierre s'enfonçant dans l'obscurité. Un bruit retentit soudain derrière eux, une pierre chutant de la corniche. En levant les yeux, ils eurent l'étrange sensation que deux des gargouilles les suivaient du regard. Le temps semblait s'étirer, leur sens aux aguets. L'air sentait le salpêtre, la pierre froide et la peur molle. Gabriel, soudain, posa une question, d'un ton ému, « Qu'est-ce que tu attends de tout ça, Héloïse ?» Elle hésita. Je crois que si je vais jusqu'au bout, je comprendrai enfin le poids de mon héritage. Ou peut-être, pourrais-je le libérer. » Un courant d'air frais monta des profondeurs. Les deux amis s'accroupirent, entamant la descente. Chaque marche semblait vibrer sous leur poids, chaque écho de leur respiration se retournant contre eux, distordu par un écho venu d'ailleurs. Au bas de l'escalier, une alcôve. Des caisses empilées, des lanternes brisées, et une étrange fresque, peinte en ocre et brun, recouvrait les murs. Elle imitait l'intérieur de Notre-Dame, mais le tableau principal représentait une assemblée de gargouilles, non pas surplombant la ville, mais une salle de justice souterraine. Gabriel s'approcha, « Regarde, Héloïse, cette inscription, ici. » Elle lut à voix haute, « Ceux qui jugent du haut tombent plus bas que ceux qu'ils condamnent. » Ils échangèrent un regard grave. Soudain, leur souffle se fit plus court. Dans le silence refroidi, des chuchotements s'élevèrent, tout d'abord indistincts, puis plus prononcés, comme une plainte inquisitrice, l'heure du jugement n'est jamais passée. Héloïse sentit son cœur battre la chamade. Gabriel, il faut. Mais le sol vibra légèrement, et, sous leurs pieds, un péane de parquet céda, ouvrant un passage vers les tréfonds. Ils tombèrent sur un chemin de ciment, tout en longueur, bordé d'arcs où veillaient encore les restes de sculptures difformes. L'air, d'un coup, devint plus pesant encore, des embruns de pierre pilée se mêlaient à l'odeur de rouille, et dans l'écho de leurs pas, l'un et l'autre étaient sûrs d'entendre autre chose, plus lourd, plus ancien, la respiration d'un être dont l'existence se confondait avec la pierre. « C'est impossible », murmura Héloïse, tentant de rester rationnelle, mais la peur se devinait dans ses yeux. « Tout ce qui est impossible devient possible, ici », répondit Gabriel, dans un souffle. Au loin, un rail de lumière jaune baignait un pilier. Ils s'avancèrent, se tenant la main sans s'en apercevoir tant la nécessité d'un contact humain l'emportait sur la gêne. Au bout du couloir, griffé sur une poutre de bois, le même symbole que celui que portait la bague en argent au doigt d'Héloïse. Elle leva la main, stupéfaite. C'est la même gravure. Gabriel la regarda, les yeux écarquillés, ça veut dire que ta famille est liée à tout ça. Et la mienne? Il n'eut pas le temps de finir, derrière eux, tel un souffle glacial, une voix venue de nulle part bourdonna, pleine de rancune et de douleur, les dettes n'ont jamais été effacées. Leurs lampes vacillèrent, un bruissement d'ailes emplit le sous-sol, et, dans un dernier sursaut, ils virent une silhouette décharnée se dresser devant eux. Le froid des souterrains semblait vouloir s'insinuer jusque dans leur chair. Gabriel et Héloïse se tenaient immobiles, le souffle court, au fond de cette salle que l'ombre envahissait lentement. La silhouette décharnée, à moitié translucide, émergeait de la pénombre. Sa forme fluctuait sous les reflets pâles, tantôt humaine, tantôt plus monstrueuse, comme si elle portait en elle la souffrance d'un siècle, tordue par la haine et le regret. Il planait dans la pièce une odeur âcre, mélange d'humidité et de cire brûlée. Gabriel sentit son cœur cogner dans sa poitrine. L'apparition qui se dressait devant eux paraissait prisonnière des lieux, un spectre solidement arrimé à ses pierres, incapable de trouver le repos. « Qui êtes-vous » osa chuchoter Gabriel, la gorge sèche.
La silhouette s'avança dans le halo bleuâtre d'un rayon égaré. Sa voix résonna, grave, pleine de tristesse ancienne. « Je suis Auguste Durand. Autrefois gardien de cette gare, à présent, son fantôme jugé et condamné. » Sa voix vibrait dans l'air, chaque mot semblait porter le poids de la pierre. Héloïse tremblait, mais son instinct d'historienne la poussait à en savoir plus. Elle s'approcha à pas prudents, ses yeux fixés sur l'être en peine. « Pourquoi êtes-vous resté ici? Que s'est-il vraiment passé, Auguste ?» Le spectre sembla hésiter. Sa forme se brouilla un instant, puis il tendit une main éthérée en direction de la fresque du mur. « Je fus trahi, par mes pères et, surtout, par un nom dont la trace ne s'efface jamais. Le vôtre, mademoiselle Duchamp. » Héloïse recula légèrement, le visage fendu d'angoisse et de honte inattendue. Gabriel, furieux de voir son ami ainsi désigné, s'interposa. « Vous n'avez pas le droit de l'accuser pour une faute qu'elle n'a pas commise. » Mais le fantôme secoua la tête, des gouttes d'ombre suintaient de ses tempes, les dettes du sang traversent les siècles. Aucun méridien, aucun Duchamp ne peut s'en défaire sans affronter la vérité. Héloïse, la voix brisée, murmura, « Mon arrière-grand-tante a-t-elle vraiment condamné un innocent ?» Le spectre, dans une tempête muette, se mit à tourner autour d'eux. Les murs se couvraient d'écritures fantômes, de visages hurlants. L'air monta en puissance, la température chuta brutalement. Gabriel sentit un grondement, semblable à un train fonçant dans un tunnel. Il se demanda un instant si l'histoire de sa famille, cette obsession pour les secrets des anciennes pierres, n'avait pas, en fait, contribué à forger cette malédiction. Héloïse, quant à elle, revit en flash la vieille bague transmise dans sa famille, elle lui brûlait le doigt, symbole de l'accusation jamais effacée. Si un crime a été commis, qui le paie, aujourd'hui, demanda Gabriel avec révolte. Ceux qui refusent d'ouvrir les yeux, répondit simplement Auguste. Soudain, un rail de lumière jaillit depuis une échelle de secours à moitié effondrée, une voix familière, celle de l'inspecteur Luc Marchand, retentit, tranchant dans l'air vicié. Gabriel. Héloïse. Vous êtes là? Sa silhouette se dessina dans l'ouverture. Il portait une veste sombre, la lampe de son portable balayant les ombres. C'est dangereux ici, on signale des éboulements. Mais il s'interrompit, percevant aussitôt la froideur anormale du lieu. Ses yeux tombèrent sur le spectre. Sa main glissa vers son arme mais resta suspendue, imprégnée par l'étrangeté de la scène. Auguste se tourna vers l'inspecteur, dont le visage se ferma d'un coup. « Vous ressemblez à... » Le fantôme s'approcha, sa voix montait d'un cran, « Tu portes le même uniforme que celui qui m'a banni. » Les juges reviennent toujours sur les lieux du crime. Luc eut un léger recul, mais parvint à se ressaisir. « Je ne suis pas là pour vous juger, je veux juste ramener ces jeunes à la surface. Ce lieu est dangereux pour les vivants comme pour les morts. » Le spectre, dans un rire amer, déclara, « Personne ne sort tant que la vérité n'est pas dite. » Le sol trembla, des éclats de pierre tombèrent du plafond. Les rails sous leurs pieds vibraient par vagues, quelque chose d'immense semblait monter du plus profond des entrailles de la gare. Héloïse, submergée par le poids de la culpabilité et du doute, s'agenouilla devant Auguste. Sa voix tremblait mais restait ferme. « Si la justice de ma famille vous a damné, je veux entendre votre histoire. Je veux essayer de réparer. » Le fantôme fut comme frappé d'une hésitation, pendant un court instant, sa forme devint plus claire, presque apaisée. Mais déjà, les murs vivaient de rumeurs, et la tempête de souvenirs semblait vouloir tout emporter. Marchand, qui ne cessait de regarder autour de lui comme s'il cherchait une issue invisible, s'efforça de rassurer Gabriel, « On va s'en sortir. J'ai déjà vu des choses à Paris, mais rien de pareil. » Il souffla, plus bas, « Ma sœur a disparu dans une gare comme celle-ci, il y a 10 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi. » Le spectre de Durand lança un regard percé à l'inspecteur, et un souffle glacé s'abattit sur eux. D'un coup, un essaim d'ombre se jeta sur Marchand, l'enserrant, et la trappe par laquelle il était venu s'effondra dans un fracas de poussière et de gravats. Gabriel poussa un cri, se précipitant, Héloïse, dans un réflexe, voulut s'interposer, mais la vague d'énergie les repoussa d'un choc invisible. Le silence retomba, absolu, seulement brisé par la respiration heurtée des deux amis. Le spectre était désormais plus sombre, comme nourri par la peur et la détresse. La sortie est fermée. Tant que le serment n'est pas tenu, ce lieu restera votre tombeau. Dans la pénombre, Gabriel sentit la main d'Héloïse serrer la sienne. Il se retourna vers elle, surprise de la voir sourire, fragile, mais déterminée. «
Gabriel, la seule clé, c'est la vérité. Ce carnet, ces marques sur la pierre, tout cela doit former un puzzle. Et on va le résoudre, ensemble. » Ils se redressèrent, observant les inscriptions qui apparaissaient, luminescentes, sur les murs. Sous l'œil impassible des gargouilles figées, certaines versant encore des larmes de pierre, ils s'engagèrent plus avant dans le souterrain, décidés à affronter le passé pour regagner la lumière. Au-dessus d'eux, la tempête grossissait. Derrière eux, l'inspecteur semblait perdu dans une transe, possédé par la force du lieu. Ils comprirent, ils étaient prisonniers du passé, et seul un choix courageux pourrait briser la boucle. Le couloir s'ouvrait dans un dédale sans fin, chaque pas résonnant comme une mise à l'épreuve. L'atmosphère s'épaississait, saturée de moiteur minérale, par endroits, un souffle de vent semblait s'infiltrer, chargé d'odeurs d'encens ancien et de cire froide. Héloïse tremblait, mais elle avançait avec une détermination lourde, serrant le carnet d'Auguste contre son cœur comme un talisman. Près d'elle, Gabriel gardait la main sur son épaule, comme s'il craignait que la nuit l'emporte. Leur progression fut soudain stoppée par une alcôve voûtée. D'un côté, une fresque médiévale, une gargouille à la gueule immense, elle déployée, trônait sur une assemblée de juges masqués. L'inscription s'y lisait difficilement, les veilleurs des hauteurs gardent ce que l'ombre réclame. Le décor s'accompagnait d'une étrange impression de ralenti, chaque bruit flottant dans l'air épais comme un abîme de souvenirs figés. « Tu crois qu'elle nous observe vraiment ?» murmura Gabriel, plantant son regard dans celui d'un monstre de pierre à demi rongé par le sel. Héloïse hésita, puis répondit d'une voix basse et nue, « J'ai toujours ressenti une présence sur le parvis de Notre-Dame, surtout le soir, quand Paris semble s'éteindre. Ma grand-mère disait que les gargouilles murmurent leurs secrets à qui s'est écouté. » Une goutte, tombée du plafond, rebondit sur la page jaunie du carnet. Héloïse caressa du doigt une phrase soulignée, « Le pacte doit être maintenu, sinon la cité tombera. » Une fillette, en bas-relief au coin de la pierre, semblait vouloir s'enfuir de la scène gravée, mais une main griffue l'attachait à la fresque, symbole cruel de l'emprisonnement et du destin. Un raclement derrière eux les fit sursauter. Une statue, jusque-là fixée à la voûte, descendit le long du mur dans une gestuelle impossible pour du simple granit. Elle se détacha, atterrissant sans bruit, génuflexion de pierre et d'ombre. Une voix gutturale claqua, grave, pleine d'une autorité millénaire, qui ose troubler les pactes anciens. Héloïse répondit, les jambes flageolantes, nous, cherchons à comprendre. Nous voulons la vérité, rendre justice à Auguste Durand. La gargouille, qui se révélait être Amon, inclina sa tête monumentale. Des éclats de mica brillaient sur ses cornes tordues. La vérité n'éclaire que ceux qui offrent le sacrifice de l'ego. Qui sera prêt à perdre ce qu'il croit posséder? Gabriel, soudain plus alerte, s'interposa pour protéger Héloïse. Nous avons déjà sacrifié notre sécurité, notre liberté. Que voulez-vous de nous? Amon s'approcha, son ombre engloutissant l'ensemble de l'alcôve. Ses yeux, des rubis translucides, se plantèrent dans ceux d'Héloïse, puis dans ceux de Gabriel. Chaque pacte exige un prix. Vous portez en vous le poids des fautes de vos ancêtres, mais l'esprit de Durand veut plus qu'un repentir, il exige la libération, ou qu'un autre tombe à sa place. Êtes-vous disposé à jouer ce rôle? Héloïse sentit la bague familiale se réchauffer à son doigt, jusqu'à la brûler. Elle lâcha, d'une voix lasse mais déterminée, s'il faut affronter ma lignée pour réparer ce tort, je le ferai. Mais je veux que l'inspecteur marchand soit libéré, et que Gabriel revienne à la lumière. Amon esquissa un rictus mélange de terreur et de compassion, l'inspecteur n'est qu'un témoin. Mais Gabriel, il porte la dernière pièce du drame. Gabriel, interloqué, se rappela alors une figure oubliée de l'histoire de sa famille, un certain Jacques Méridien, qui, d'après les récits aurait autrefois servi de témoin silencieux au procès d'Auguste Durand. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, la gorge nouée. La gargouille frôla de ses griffes l'emplacement du cœur sur la fresque, où le sang semblait, étonnamment, plus sombre que tout le reste. « Ton rôle sera d'ouvrir la porte au souvenir. De laisser le passé se révéler, sans juger, sans intervenir, quoi qu'il advienne. » Un bruit assourdissant retentit. La dalle au sol s'effondra soudain, et tous trois chutèrent dans une salle circulaire, obscure, à la voûte hérissée de gargouilles criardes. Au centre, l'inspecteur marchand, prostré, fixait le vide, comme hypnotisé. Amon atterrit près de lui, massif et digne, puis pencha la tête vers les deux amis. Voici le pacte, révéler la vérité devant les juges de pierre. Celui qui mentira, sera damné pour l'éternité. Héloïse joignit les mains, inspirant à la fois espoir et panique, nous acceptons.
Gabriel acquiesça d'un frémissement. La salle entière se mit à vibrer. Sur les murs, les fresques commencèrent à tourner, telles des roues de fortune, révélant au fil de leur déplacement des scènes du passé. Des silhouettes apparurent, floues et changeantes, tour à tour tribunal, foule menaçante, membres de familles anciennes, et les gargouilles encadraient chaque scène comme des juges impassibles. Marchand, sortant de sa transe, chuchota faiblement, « Où sommes-nous » Gabriel lui pressa l'avant-bras, là où le passé exige qu'on le regarde en face. Au même instant, une voix surgit de l'obscurité, déchirant leur hésitation, « Que le procès commence. » Les portes du souvenir venaient de s'ouvrir. Le pacte était engagé, et nul ne pouvait désormais reculer dans le labyrinthe sous la gare abandonnée. Lorsque la voix s'éteignit, la salle circulaire s'illumina d'une clarté étrange, ni vraiment lumineuse, ni tout à fait obscure. Les murs n'étaient plus muets, ils vibraient, animés par des fragments de vie, semblables à 1000 vitraux vivants. Les gargouilles, pesantes sur la voûte, semblaient respirer avec les mouvements d'air, grondant de juger ce qui allait être révélé. Gabriel tourna sur lui-même, submergé par l'intensité de la scène, partout, des images défilaient, surgissant puis s'effaçant, entremêlant le présent, le passé, la chair et la pierre. L'expérience était si vivide qu'il en sentit ses jambes fléchir, il s'obligea à inspirer lentement, à s'accrocher à la réalité. Marchand, ramené à lui, du moins partiellement, observait, hébété, les visions qui s'incarnaient devant eux, une vieille gare vibrante de cris et de fumée, les allées et venues de voyageurs chapeautés, la tension d'un soir d'orage où des policiers mobilisent les lieux. Soudain, au centre de la pièce, la silhouette spectrale d'Auguste Durand, bien plus nette qu'auparavant, les regardait, yeux révulsés de tristesse. « Voici mon histoire », confia-t-il d'une voix solennelle. Héloïse, la gorge serrée, chuchota, « Il faut qu'on entende tout. » La scène se recomposa. D'un côté, une petite pièce austère, un bureau sombre avec une lampe à huile oscillante. Auguste Durand, jeune et droit, compte la recette du jour. Soudain, la porte s'ouvre, la jeune Antoinette Duchamp, ancêtre d'Héloïse, entre, porteuse d'une accusation vibrante, l'œil brillant de colère. « Vous avez escroqué la compagnie. Où est passé l'argent du dernier convoi ?» Auguste s'insurge, « Vous me calomniez, mademoiselle Duchamp. Je ne suis pas un voleur. » Autour, la foule du passé comme un tribunal silencieux. Les voix montent, les mensonges s'enchevêtrent. On chuchote le nom de Méridien, arrière-arrière-grand-oncle de Gabriel, qui aurait servi de témoin sans oser contredire l'accusation, par peur ou par intérêt caché. La vision se trouble, les murs tremblent, puis la pièce se reforme. La nuit du drame. Auguste, repoussé dans son propre bureau, un mot d'ordre scellé dans sa paume, « Faites confiance à la pierre, elle parlera. » Les gargouilles, dessinées sur la poutre, semblent alors s'animer, grinçant entre leurs crocs, qui m'en finira figé à jamais. Durand, fou de détresse, sort affronter la tempête. Il est arrêté avant d'atteindre la sortie par des policiers entraînés par Madame Duchamp. Au loin, Méridien détourne les yeux, rongé par le remords. Héloïse se met à pleurer soudain, sa voix blanche s'élevant vers Gabriel, « Ma famille. Ils l'ont livrée à la vengeance populaire sans preuve. Elle voulait protéger la compagnie, mais elle s'est laissée dominer par la peur du secret, par l'obéissance aux rumeurs. » Gabriel posa la main sur son épaule, ressentant tout le poids de sa propre lignée, le silence est parfois plus coupable que le mensonge. C'est notre histoire aussi. Nos familles ont planté la graine de ce mal. Marchand, bouleversé, osa murmurer, « Mais ma sœur. Pourquoi ces disparitions, ces résonances ?» Hamon, la gargouille, répondit, sa voix résonnant dans la salle, « Les pactes migrent de génération en génération. Le premier innocent damné attire les suivants qui, sans le savoir, rachètent les fautes des anciens. Votre sort fut le prix d'un serment rompu. » Le tonnerre gronda au-dessus. La scène bascula. Cette fois c'étaient les gargouilles elles-mêmes qui prenaient la parole dans la mémoire vivante de la salle. « Nous sommes la pierre qui veille, mais aussi la pierre qui punit, » grogna Hamon. Qui ose demander réparation doit traverser les épreuves et regarder la vérité sans scier ni détourner le regard. Sinon, il rejoindra l'histoire sous la croûte du temps. Gabriel, pris d'un sursaut, évoqua le médaillon de sa grand-mère, présent à son cou. « C'est le dernier souvenir qu'il me reste. Il appartenait à mon oncle Jacques. Il porte le même symbole que la bague d'Héloïse et que la pierre de la salle du jugement. » Hamon acquiesça, ce sont des clés. Assemblées, elles ouvrent le mur du souvenir. Sur ces mots, la pierre se fendit lentement, révélant une niche secrète, illuminée d'un faible éclat.
Au cœur de l'alcôve, reposait, intact, le registre d'Auguste Durand, accompagné d'une lettre scellée. Héloïse prit une inspiration, ouvre-la Gabriel. Ce sera peut-être la seule chance de lever la malédiction. Gabriel rompit le seau de cire, déplia la lettre et lut d'une voix tremblante, « À ceux qui viendront après moi, si la justice m'a condamné, c'est la parole d'un seul qui m'a perdu. Que le témoin ose parler, ou que la pierre le juge à jamais. » Il fronça les sourcils, comprenant. Tout repose sur la confession du témoin. Il faut que quelqu'un dise la vérité devant la pierre. Pas seulement à nous, mais aux veilleurs. Héloïse ouvrit le registre et pointa un dernier nom, écrit d'une main différente, Jacques Méridien. Gabriel, c'est à toi. Le jeune homme sentit sa gorge se serrer, il posa la main sur la pierre, fixant la gargouille amont dans les yeux. Je reconnais que ma famille a gardé le silence alors qu'elle savait. Jacques Méridien aurait pu sauver Auguste Durand, il ne l'a pas fait, par lâcheté ou par peur. Nous avons failli à notre devoir d'honnêteté. La salle vibra d'un grondement sourd. Les gargouilles semblèrent souffler un air chaud, puis froide. Les murs s'écartèrent lentement, dévoilant un passage autrefois invisible. Marchand, à bout de souffle, reprit ses esprits, alors, nous avons franchi l'épreuve. Hamon, majestueux, s'inclina, une pierre fut levée du fardeau. Mais il reste à juger si le pardon est accepté, ou si un prix est encore exigé. Dans la lumière rasante de la salle, une silhouette ailée apparut derrière le portail ouvert, un espace baigné d'un crépuscule improbable, entre lumière et ténèbres montant la garde sur le chemin suivant. Héloïse essuya ses larmes. Gabriel lui serra la main. Marchand dressa les épaules, décidé à aider jusqu'au bout. Leur sort n'était pas encore scellé. Mais ils savaient désormais que seul le courage et l'aveu pouvaient défier la pierre et porter la mémoire vers la lumière. Le vent les frappa de plein fouet, mordant et vif, porteur d'une odeur de pluie et de pierre mouillée. Gabriel, Héloïse et l'inspecteur Marchand se figèrent, éblouis par la lumière crépusculaire qui baignait l'espace où ils venaient d'émerger. Ils n'étaient plus dans les entrailles de la gare abandonnée, mais sur les hauteurs de Notre-Dame, entourés par les gargouilles qui se dressaient, sentinelles impassibles, face à Paris illuminé. La ville s'étendait sous leurs pieds comme une carte vivante, ses artères palpitant de lumière jaune et blanche. Les nuages bas reflétaient l'éclat de la cité, créant un plafond mouvant au-dessus de leurs têtes. Le temps semblait suspendu, comme si cette nuit-là était à la fois présente et éternelle, arrachée au cours normal des heures. Comment est-ce possible? Murmura Marchand, s'agrippant à une balustrade de pierre, le vertige le saisissant. Hamon, qui les avait suivis, se posa sur un rebord, ses ailes de pierre à demi déployées. Sa voix résonna, plus profonde encore dans cet air raréfié, nous sommes dans l'entre-deux, là où les jugements prennent forme. Les gargouilles ont toujours été les témoins silencieux des serments brisés et des promesses tenues. Autour d'eux, les autres gargouilles semblaient s'animer progressivement, leurs yeux s'allumant d'une lueur intérieure, leurs griffes raclant la pierre dans un grincement qui évoquait le frottement des siècles. Chacune portait les stigmates du temps, nez rongés par la pollution, ailes érodées par les pluies acides, corps marqués par les guerres et les révolutions. Témoins immuables de l'histoire parisienne, elles formaient maintenant un cercle autour des trois humains et d'Hamon. La plus imposante d'entre elles, un démon cornu aux yeux profondément enfoncés, prit la parole d'une voix qui semblait surgir des entrailles de la cathédrale. Nous sommes réunis pour juger de la dette des Duchamp et des Méridiens envers l'âme d'Auguste Durand. Que les descendants parlent et plaident leur cause. Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Il avança d'un pas, mais Héloïse le devança, se tenant droite malgré la peur qui la faisait trembler. Je suis Héloïse Duchamp, descendante d'Antoinette. Ma famille a condamné un innocent par orgueil et par peur. Je ne peux effacer ce crime, mais je peux en assumer la responsabilité. Sa voix portait loin dans la nuit, chargée d'une émotion sincère qui semblait toucher même les créatures de pierre. La bague à son doigt brillait d'un éclat étrange, comme si elle répondait à cet aveu. Et toi, fils de Méridien, demanda une autre gargouille, dont le corps semblait à moitié fondu par les siècles. Gabriel s'avança à son tour, je suis Gabriel Méridien. Mon ancêtre a choisi le silence quand la vérité aurait pu sauver une vie. Ce silence a été transmis comme un poison dans notre lignée, nous rendant aveugles à notre propre culpabilité. Un murmure parcourut l'assemblée de pierre. Les gargouilles s'agitaient, leurs ombres dansant sur les dalles usées de la cathédrale. Au loin, le spectre d'Auguste Durand apparut, plus net et plus présent qu'auparavant, comme si la proximité du jugement lui redonnait substance. Que offrez-vous en réparation? Demanda Hamon, ses yeux de rubis fixés sur les deux jeunes gens. Héloïse hésita, puis retira la bague de son doigt.
je renonce à l'héritage de ma famille. Je brise le cycle de l'orgueil et du mensonge. Gabriel porta la main à son cou, détachant le médaillon qu'il y portait, je renonce au silence. Je m'engage à faire connaître la vérité, à porter témoignage pour ceux qui ne peuvent plus parler. Les deux objets, posés côte à côte sur la pierre, émettaient une lueur pulsante, comme animés d'une vie propre. Le vent se leva, plus fort, faisant claquer leurs vêtements et hurlant entre les pinacles de la cathédrale. Marchand, qui était resté en retrait, s'avança soudain, et moi, quel est mon rôle dans tout cela? Pourquoi ma sœur a-t-elle disparu? Une gargouille plus petite, au visage presque humain, tourna vers lui son regard de pierre. Tu es le témoin moderne, celui qui doit s'assurer que justice soit rendue. Ta sœur a été prise comme caution, pour garantir que quelqu'un viendrait un jour réclamer la vérité. Est-elle? Commença Marchand, la voix brisée. Elle n'est ni morte ni vivante, répondit Hamon. Elle est gardée dans l'entre-deux, comme Auguste l'a été pendant un siècle. Le spectre de Durand s'approcha alors, sa silhouette vacillante se détachant sur le panorama parisien. Je n'ai jamais voulu d'autres victimes. Ma colère a engendré un cycle de souffrance qui doit s'arrêter. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds. Une fissure apparut dans la pierre, s'élargissant rapidement pour former un gouffre béant. De l'autre côté, une silhouette féminine apparut, figée dans une posture d'attente éternelle, la sœur de Marchand. « Claire !» cria l'inspecteur, tendant désespérément la main vers elle. Mais l'abîme était trop large, impossible à franchir. Hamon s'interposa, un seul peut traverser pour la ramener. Mais celui qui ira devra prendre sa place, jusqu'à ce que le cycle soit complètement brisé. Un silence lourd s'abattit sur la terrasse. Héloïse fit un pas en avant, c'est à moi de réparer. Je traverserai. Gabriel la retint par le bras, non. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous responsables. Mais Héloïse se dégagea doucement, ma famille a commencé cette tragédie. C'est à moi de la terminer. Elle s'approcha du bord, prête à sauter, quand la voix d'Hamon retentit à nouveau, « Attends. Le sacrifice n'est pas toujours la solution. Parfois, c'est le pardon qui brise les chaînes. » Le spectre d'Auguste s'avança, ses yeux fixés sur Héloïse, « Je ne veux plus de victimes. Pendant un siècle, j'ai nourri ma colère, mais elle n'a engendré que plus de souffrance. Si vous êtes prêt à reconnaître la vérité et à la porter dans le monde, alors je suis prêt à pardonner. » Les gargouilles s'agitèrent, certaines grondant leur désapprobation, d'autres inclinant lentement la tête en signe d'assentiment. Hamon leva une griffe imposante, le pardon est une forme de justice plus puissante que la vengeance. Mais il doit être sincère des deux côtés. Héloïse et Gabriel échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Auguste, nous vous demandons pardon, au nom de nos familles. Et nous nous engageons à rétablir votre honneur. Le spectre sembla hésiter, des siècles de renseignures pesant sur sa décision. Puis, lentement, il tendit une main translucide vers eux. « J'accepte votre pardon. Et je vous offre le mien. » Une lueur intense jaillit de leurs mains jointes, illuminant la terrasse de Notre-Dame d'un éclat qui n'appartenait pas à ce monde. Le gouffre se referma partiellement, créant un pont étroit mais praticable. « Vite, dit Hamon, le passage ne tiendra pas longtemps. » Marchand s'élança, traversant l'abîme en quelques enjambées désespérées. Il atteignit sa sœur, la prit dans ses bras, et revint en courant, alors que le pont s'effondrait derrière lui. Claire Marchand, hébétée mais vivante, s'effondra dans les bras de son frère. Le spectre d'Auguste commença à s'estomper, sa voix de plus en plus lointaine, « Souvenez-vous de votre promesse. La vérité doit être connue. » Hamon s'approcha d'Héloïse et de Gabriel, « Vous avez passé l'épreuve, mais votre tâche n'est pas terminée. Le cycle ne sera vraiment brisé que lorsque l'histoire d'Auguste sera révélée au monde. » Le vent se leva à nouveau, plus violent cette fois, tourbillonnant autour d'eux comme pour les arracher à ce lieu suspendu entre deux mondes. Les gargouilles reprenaient peu à peu leur immobilité millénaire, leurs yeux s'éteignant un à un. La dernière chose qu'ils virent avant que tout ne s'efface fut le visage d'Hamon, figé dans une expression qui semblait presque un sourire, « Nous vous observerons toujours. N'oubliez jamais que la pierre garde la mémoire des promesses. » Puis l'obscurité les engloutit, les emportant loin des hauteurs de Notre-Dame, vers une destination inconnue. L'obscurité se dissipa progressivement, comme un rideau de velours noir qu'on aurait lentement tiré. Gabriel sentit d'abord le sol froid sous ses paumes, puis l'humidité qui imprégnait l'air. Ses yeux s'adaptèrent à la pénombre, et il reconnut les contours familiers de la gare abandonnée. Ils étaient revenus à leur point de départ, mais tout semblait différent. L'atmosphère vibrait d'une tension palpable,
comme si l'édifice entier retenait son souffle. Héloïse? Inspecteur Marchand? Appela-t-il, sa voix résonnant étrangement dans le vide. Un gémissement lui répondit. À quelques mètres, Héloïse se redressait péniblement, son visage pâle marbré de poussière. Plus loin, l'inspecteur Marchand tenait sa sœur Claire dans ses bras, la jeune femme encore inconsciente mais respirant régulièrement. Nous sommes revenus, murmura Héloïse, incrédule. Mais, quelque chose a changé. Elle avait raison. La gare n'était plus simplement abandonnée, elle semblait vivante, pulsant d'une énergie sombre. Les murs suintaient d'une substance noirâtre qui n'était ni de l'eau ni de l'encre, mais quelque chose entre les deux. Les anciennes affiches se détachaient des murs, flottant dans l'air comme des feuilles mortes portées par un vent invisible. Et surtout, le silence avait fait place à un murmure continu, un chuchotement multiple qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Marchand, tenant toujours sa sœur, s'approcha d'eux, il faut sortir d'ici. Maintenant. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un grondement sourd ébranla la structure. Des fissures apparurent sur les murs, s'élargissant comme des veines noires sur la peau pâle du bâtiment. Le sol trembla, faisant vaciller les 4 silhouettes. C'est Durand, souffla Gabriel. Il n'a pas accepté le pardon. Ou alors ce n'est pas lui qui décide, compléta Héloïse, les yeux fixés sur un point au-dessus d'eux. Au plafond, les gargouilles sculptées s'animaient lentement, leur corps de pierre craquant et grinçant alors qu'elles s'extirpaient de leur gangue séculaire. Amon était parmi elles, mais son visage n'avait plus rien de bienveillant. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge sang, et sa gueule s'étirait en un rictus menaçant. Vous pensiez que ce serait si simple? Gronda-t-il, sa voix faisant vibrer les vitraux brisés. Que quelques mots de pardon suffiraient à effacer un siècle de souffrance. Gabriel fit un pas en avant, protégeant instinctivement Héloïse, nous avons passé vos épreuves. Auguste a accepté notre repentir. Auguste n'est qu'un pion, comme vous tous, répliqua Amon. Les véritables gardiens de l'équilibre, ce sont les gargouilles. Et nous n'avons pas oublié la trahison des hommes. D'autres gargouilles se détachaient maintenant, formant un cercle menaçant autour du petit groupe. Leur corps massif bloquait toute issue, leurs griffes raclant le sol dans un crissement insupportable. Claire s'éveilla en sursaut, un cri étranglé s'échappant de sa gorge, les gardiens, ils mentent. Parvint-elle à articuler, avant de s'effondrer à nouveau dans les bras de son frère. Marchand la serra contre lui, désemparée, que veut-elle dire? Héloïse, dont le visage s'était durci, s'avança malgré la peur qui la faisait trembler, je crois comprendre. Les gargouilles ne sont pas des juges impartiaux. Elles ont leur propre agenda. Elle se tourna vers Amon, le défiant du regard, vous n'avez jamais voulu libérer Auguste, n'est-ce pas? Vous vous nourrissez de sa souffrance, de sa colère. C'est ce qui vous maintient en vie. Un silence pesant s'abattit sur la gare. Puis Amon éclata d'un rire guttural qui fit trembler les fondations, perspicace, petite du chant. Oui, nous nous nourrissons des émotions humaines. La colère, la haine, le désespoir, ce sont des mets de choix pour nous. Et Auguste nous a fourni un festin pendant un siècle. Gabriel sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'ils avaient traversé, toutes ces épreuves, n'étaient qu'une mise en scène pour les attirer plus profondément dans le piège. Mais alors, le pardon, commença-t-il. Le pardon est notre poison, cracha Amon. C'est pourquoi nous avons tout fait pour l'empêcher. Auguste était prêt à vous pardonner, à trouver la paix. Nous ne pouvions le permettre. Soudain, une lumière bleutée apparut au centre de la salle. Le spectre d'Auguste Durand se matérialisa, plus net et plus présent que jamais. Son visage n'exprimait plus la colère ou le ressentiment, mais une détermination tranquille. Assez, dit-il simplement. Cela a trop duré. Amon se jeta vers lui, griffe en avant, mais traversa la silhouette spectrale sans l'atteindre. Tu n'es rien sans nous. Rugit la gargouille. Nous t'avons donné la force de persister dans ce monde. Non, répondit calmement Auguste. C'est ma propre douleur qui m'a retenu ici. Une douleur que j'ai entretenue trop longtemps. Il se tourna vers Gabriel et Héloïse, j'ai entendu vos paroles sur la terrasse de Notre-Dame. J'ai senti la sincérité de votre repentir. Et j'ai choisi de pardonner. Vraiment pardonner. À ces mots, une onde de choc parcourut la gare. Les gargouilles hurlèrent à l'unisson, un cri strident qui fit éclater les derniers vitraux. Amon se tordit de douleur, son corps de pierre se craquelant par endroits. Tu nous condamnes tous. Hurla-t-il. Je vous libère, corrigea Auguste.
comme je me libère moi-même. Il tendit les mains vers Gabriel et Héloïse, le pardon est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est ce que j'ai mis un siècle à comprendre. Héloïse prit la main spectrale sans hésiter, Gabriel l'imitant aussitôt. Une chaleur inattendue les envahit, chassant le froid qui s'était installé dans leurs os. Que devons-nous faire ? Demanda Gabriel. Achevez ce que vous avez commencé, répondit Auguste. Révélez la vérité au monde. Rendez-moi mon nom, et libérez vos familles du poids de la culpabilité. Autour d'eux, la tempête s'intensifiait. Les gargouilles, affaiblies mais toujours menaçantes, se rapprochaient inexorablement. Amon, dont le corps se désagrégeait par plaques entières, poussa un rugissement de rage. Si nous tombons, vous tomberez avec nous. D'un geste violent, il frappa le sol de ses griffes. Une fissure béante s'ouvrit, s'élargissant rapidement pour former un gouffre qui menaçait d'engloutir toute la gare. Marchand, portant sa sœur, recula précipitamment, il faut sortir. Maintenant. Mais les issues étaient bloquées par les débris et les gargouilles agonisantes. La structure entière gémissait, prête à s'effondrer. Auguste ferma les yeux, concentrant ses dernières forces, il reste une voie. Mais vous devez me faire confiance. Complètement. Gabriel et Héloïse échangèrent un regard, puis acquiescèrent simultanément. Marchand, après une brève hésitation, fit de même. Alors suivez-moi, dit Auguste. Il les guida vers un mur apparemment intact, qui s'ouvrit à leur approche, révélant un passage étroit. Derrière eux, le rugissement d'Amon s'intensifia, mêlé au fracas de la gare qui s'effondrait. Vous ne pouvez pas fuir. Hurla la gargouille. Le cycle n'est pas rompu. Mais déjà, le petit groupe s'engouffrait dans le passage, laissant derrière eux le chaos et la destruction. La voix d'Auguste, étrangement apaisée, les accompagnait, la vérité vous affranchira. Et moi avec. Alors qu'ils avançaient dans l'obscurité, guidés uniquement par la lueur spectrale d'Auguste, ils sentirent le sol trembler une dernière fois. Puis le silence retomba, absolu et libérateur. Le cycle était brisé. Mais leur voyage n'était pas terminé. L'aube se levait timidement sur Paris, teintant le ciel d'une clarté laiteuse qui s'infiltrait par les interstices d'une porte rouillée. Gabriel fut le premier à ouvrir les yeux, désorienté par la lumière naturelle après tant d'heures passées dans les ténèbres. Il se redressa lentement, chaque muscle de son corps protestant contre ce mouvement. À ses côtés, Héloïse dormait encore, recroquevillée contre un mur, son visage enfin apaisé malgré les traces de poussière et de larmes qui y dessinaient un étrange masque. Il se trouvait dans une petite remise attenante à la gare, un espace oublié que le temps avait épargné. Des outils rouillés pendaient au mur, et une vieille lanterne, miraculeusement intacte, reposait sur une étagère branlante. L'inspecteur Marchand était assis près de la porte, sa sœur Claire endormie contre son épaule, leur silhouette se découpant en contre-jour dans la lumière matinale. « Vous êtes réveillés ?» constata Marchand à voix basse. « J'ai cru que nous ne sortirions jamais de ce cauchemar. » Gabriel passa une main sur son visage, comme pour s'assurer de sa propre réalité. « Est-ce vraiment terminé ?» Marchand haussa les épaules, un geste qui trahissait à la fois son soulagement et son incertitude. La gare s'est effondrée. J'ai entendu les sirènes au loin, mais personne ne nous a trouvés ici. C'est comme si ce lieu était protégé. Gabriel se leva avec précaution et s'approcha de la petite fenêtre poussiéreuse. Au dehors, les décombres de la gare abandonnée formaient un amas chaotique de pierres et de métal tordu. Des pompiers s'affairaient autour, mais leur mouvement semblait lointain, comme appartenant à un autre monde. « Auguste nous a guidés jusqu'ici, » murmura Gabriel. Puis il a disparu. « Croyez-vous qu'il ait trouvé la paix ?» demanda Marchand, son regard oscillant entre le doute et l'espoir. Avant que Gabriel ne puisse répondre, un léger mouvement attira son attention. Héloïse s'éveillait, ses yeux s'ouvrant sur un monde qui ne serait plus jamais le même pour elle. « Gabriel » appela-t-elle, sa voix encore voilée par le sommeil. Il s'agenouilla près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous sommes sortis, Héloïse. Nous sommes vivants. » Elle se redressa, observant leur refuge avec une curiosité mêlée d'appréhension. « Et Auguste ? Les gargouilles ? » Disparu, répondit Gabriel. « Du moins, je le crois. » Claire s'éveilla à son tour, son visage émacié portant les stigmates de son long emprisonnement dans l'entre-deux. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lucidité retrouvée. « Pas disparu ?» corrigea-t-elle d'une voix faible mais assurée. « Transformé. » Tous se tournèrent vers elle, surpris par cette affirmation.
Claire se redressa avec l'aide de son frère, puis poursuivit, « Pendant que j'étais, là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Les gargouilles ne meurent pas. Elles changent de forme, de fonction. Elles évoluent selon les besoins de la ville et des hommes. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Héloïse, intriguée. Claire désigna la fenêtre d'un geste las, « Regardez par vous-même. » Ils s'approchèrent tous de la petite ouverture. Au-delà des ruines de la gare, la silhouette majestueuse de Notre-Dame se découpait dans la brume matinale. Et là, sur les hauteurs de la cathédrale, une nouvelle gargouille avait pris place, son profil étrangement familier se détachant contre le ciel pâle. « Auguste » souffla Gabriel, reconnaissant dans la pierre les traits du chef de gare injustement condamné. « Il a choisi de veiller sur la ville », expliqua Claire. « Non plus comme un esprit vengeur, mais comme un gardien. Il a trouvé sa rédemption dans la pierre. » Héloïse essuya une larme qui perlait au coin de son œil. « Et les autres ? Hamon ? Certains ont été détruits, d'autres se sont dispersés, répondit Claire. Mais Hamon, je crois qu'il a été transformé lui aussi. La colère qui l'animait s'est dissipée quand Auguste a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Marchand, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Comment allons-nous expliquer tout cela? Qui nous croira? Gabriel échangea un regard avec Héloïse, puis sortit de sa poche le carnet d'Auguste et la lettre scellée qu'ils avaient découvert. Nous avons des preuves. Pas de l'existence des gargouilles vivantes ou des spectres, bien sûr, mais de l'injustice commise envers Auguste Durand. C'est par là que nous commencerons. Héloïse acquiesça, une détermination nouvelle illuminant son visage. Nous avons fait une promesse. Rétablir la vérité, rendre à Auguste son honneur. C'est notre responsabilité maintenant. Ils sortirent prudemment de leur refuge, clignant des yeux dans la lumière du jour qui leur semblait presque irréelle après leur odyssée souterraine. La ville s'éveillait autour d'eux, indifférente au drame qui s'était joué sous ses pavés. Des passants pressaient les dépasser sans leur accorder un regard, ignorant tout du monde invisible qui coexistait avec le leur. Claire, soutenue par son frère, leva les yeux vers Notre-Dame. « Les gargouilles continueront de veiller, murmura-t-elle. Elles ont toujours été là, témoins silencieux de nos vies, de nos erreurs et de nos rédemptions. » Ils marchèrent lentement vers le parvis de la cathédrale, attirés par une force qu'ils ne pouvaient nommer. Là, dans la lumière matinale, ils contemplèrent les hauteurs où se dressaient les gardiens de pierre. La nouvelle gargouille, Auguste, semblait les observer avec bienveillance, son visage de pierre adouci par une expression de paix retrouvée. « Que ferez-vous maintenant » demanda Marchand à Héloïse et Gabriel. Héloïse caressa distraitement son doigt où la bague familiale avait laissé une marque pâle. « Je vais étudier les archives, retrouver tous les documents liés à l'affaire Durand. Je veux comprendre comment ma famille a pu se laisser aveugler par la peur et l'orgueil. Et je l'aiderai, ajouta Gabriel. Puis nous publierons nos découvertes, nous rétablirons la vérité. C'est le moins que nous puissions faire. » Claire, dont les forces revenaient peu à peu, s'approcha d'eux. « Je voudrais vous aider aussi. J'ai une dette envers vous. Et envers lui. » Elle désigna la gargouille d'Auguste d'un geste du menton. « Nous acceptons volontiers, » répondit Héloïse avec un sourire chaleureux. Marchand observait cette scène avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Et moi qui croyais avoir tout vu en 20 ans de police. Je ne sais toujours pas si je dois croire à tout cela. » Gabriel posa une main sur son épaule. « Croyez simplement que la justice peut parfois emprunter des chemins étranges. Et que certains secrets méritent d'être révélés, même après un siècle de silence. » Ils restèrent un moment sur le parvis, laissant le soleil réchauffer leur corps épuisé. La ville s'animait autour d'eux, ignorante du drame qui s'était joué dans ses entrailles. Mais désormais, 4 personnes savaient que les gargouilles n'étaient pas de simples ornements, que les pierres gardaient la mémoire des injustices passées, et que le pardon pouvait être plus puissant que la vengeance. Quelques semaines plus tard, un petit article parut dans un journal historique, relatant la découverte de documents prouvant l'innocence d'un certain Auguste Durand, chef de gare injustement accusé en 1897. L'article, signé par Héloïse Duchamp et Gabriel Méridien, passa presque inaperçu dans le flot d'informations quotidiennes. Mais sur les hauteurs de Notre-Dame, une gargouille sembla sourire fugitivement, avant de reprendre sa garde éternelle sur la ville des Lumières. Et parfois, lorsque la nuit tombe sur Paris et que le silence enveloppe les rues désertes, on peut encore entendre, si longtemps l'oreille, le murmure des gargouilles qui se racontent l'histoire d'Auguste Durand, l'homme qui choisit le pardon plutôt que la vengeance, et trouva sa rédemption dans la pierre. Car certains secrets ne dorment jamais tout à fait, et les gardiens de pierre veillent toujours, prêts à rappeler aux hommes que la vérité,
même enfoui sous des siècles de silence, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Fin,